Je passe en dernier, donc j'ai l'impression que je répète un petit peu parfois. Un grand merci à Doc pour m'inviter ce soir pour discuter de la situation des doctorants. Et justement, quand on m'a demandé de parler ce soir, j'ai réfléchi sur mon parcours et je me suis rendu compte que ça allait faire bientôt 10 ans, justement, que j'avais soutenu ma thèse et que j'étais passée du monde de doctorante à docteur. Un grand pas. Et là, du coup, je me suis un petit peu demandé quelles étaient vraiment les différences par rapport à quand moi j'étais doctorante. Est-ce que vraiment c'est la même chose? Est-ce que les doctorants que je côtoie de nos jours, j'ai l'impression qu'ils sont pareils ou pas? Et vraiment, c'est un petit peu la touche bisounours pour finir la soirée. J'ai vraiment l'impression que c'est différent et que ça va vraiment dans le bon sens. Et j'espère que ça va continuer. Et les deux grandes différences que je vois, c'est dans la préparation du futur et dans la valorisation de la thèse. Alors bien sûr, très clairement, quand je dis que la situation va mieux, c'est par exemple si on veut continuer de faire de la recherche, on est bien d'accord, le nombre de jobs il y a 10 ans et maintenant n'est pas beaucoup, et pas meilleur ou pas bien pire, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas des masses il y a 10 ans, il n'y en a pas beaucoup maintenant. Mais très clairement, je pense que les doctorants ont une façon de voir le futur qui est complètement différente d'une autre. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon doctorat, avant de soutenir ma thèse, vraiment dans notre labo, partout, notre école doctorale, tout ce qui était autour de nous, vraiment, on était fait pour faire de la recherche. C'est-à-dire que notre parcours typique, ça devait être une thèse, un postdoc, 2, ok, peut-être 3, mais bon, 3, ça commençait déjà à pas être bon, revenir en France et essayer d'avoir un poste. Et en fait, c'était vraiment le chemin tout tracé. Il y avait très peu de gens qui pensaient à autre chose, qui pensaient à aller dans l'industrie, qui pensaient éventuellement passer son doctorat et faire autre chose après. Et au final, c'était mauvais parce que ça ne nous préparait pas à la pré-thèse ailleurs que dans l'académie. Et j'ai vraiment l'impression maintenant que les doctorants ont une tonne d'outils à leur disposition qu'on n'avait pas, ou en tout cas qui étaient très peu disponibles à notre époque. Alors déjà, il y a beaucoup de formations, beaucoup de monde en a parlé ce soir, et je ne vais pas forcément revenir dessus très longtemps, mais des formations sur l'après-thèse, sur notamment comment se vendre aussi dans les boîtes ou faire autre chose, les formations sur le CV, des événements de networking qui deviennent de plus en plus normaux, de plus en plus courants, alors que de notre époque, je ne sais même pas si j'en avais fait un seul, peut-être un en 3 ans, et c'était vraiment un ovni. À l'époque, quand j'étais en doctorat, on ne savait pas que le réseau était si important, alors qu'en fait, votre réseau, c'est vraiment la clé de votre avenir. Et à notre époque, vraiment, on préférait rester faire des manips plutôt que d'aller networker, plutôt que d'aller rencontrer des gens où on ne savait même pas vraiment si ça allait faire quelque chose pour notre avenir. Notre avenir, il y a 10 ans, c'était les pubis, le postdoc et le poste. Le reste, ça ne comptait pas. On voit aussi énormément, et d'ailleurs ce soir ça le prouve, beaucoup de vie associative, qui à notre époque, en tout cas moi ce que j'ai vu, elle était vraiment pas énorme. Il y en avait forcément des associations, mais on faisait pas beaucoup de choses. On se retrouvait pas forcément, elles avaient beaucoup moins d'impact qu'elles ont maintenant. Et c'est génial parce que avoir une vie associative et travailler dans une association, ça vous donne des skills, des compétences, merci, que vous n'avez peut-être pas acquises pendant votre doctorat, donc qui vont vous donner encore plus de possibilités pour la pré-thèse en dehors de l'académie. Donc ça c'est génial, franchement, continuez. Et Pint of Science, notamment, c'est une association aussi. Donc n'hésitez pas à venir me voir à la fin si vous voulez intégrer l'association pour l'année prochaine, bien sûr. Parce que justement, ce travail associatif, pour moi, vous permet de tester plein de choses. Ça vous permet de tester la communication, ça vous permet de tester un peu de trésorerie, le marketing, vraiment des choses que vous n'auriez pas testées pendant votre thèse. Et ça, c'est vraiment top. La deuxième partie, pour moi, la deuxième grande différence, c'est la valorisation. Alors, je vais surtout parler de la valorisation aux yeux du public, parce que c'est mon travail, et c'est vraiment une différence que je vois tous les jours et qui me fait vraiment énormément plaisir. Alors forcément, si je vous parle de la valorisation de la thèse aux yeux du public, vous allez penser à quoi? Ouais, voilà, forcément. Ma thèse en 180 secondes. Donc, ma thèse en 180 secondes, c'était la 5e édition cette année, donc ça a à peine 5 ans.
Donc c'est vraiment tout nouveau, et ça c'est le genre de truc qu'à l'époque on n'avait pas. Et même si parfois c'est écrit par certaines personnes, ça a forcément des défauts, c'est quand même une super initiative pour permettre au grand public et aux gens de découvrir ce que c'est qu'une thèse, ce que c'est qu'un doctorant, un doctorant, ce que c'est qu'une thèse de doctorat, et qu'est-ce que font tous ces étudiants en thèse pendant leur journée, que vraiment, c'est là qu'on se rend compte qu'un étudiant en thèse, ben c'est un chercheur, c'est pas un étudiant, c'est un jeune chercheur. Et souvent, les gens se disent « Ah, mais ok, tes arts, t'es un éternel étudiant, t'as du mal à quitter la fac, alors au lieu de partir après le master, tu continues jusqu'à la thèse. » Non, non, non. Je suis un jeune chercheur, c'est-à-dire que je travaille. Je suis déjà dans le monde du travail. Je ne suis plus à écouter à la fac, etc. Je travaille activement, je me construis un futur. Et des choses comme ma thèse en 180 secondes, vraiment, ont aidé. Il y a aussi FameLab, qui est à peu près la même chose, qui n'est pas réservé aux doctorants, mais qui a bien marché. Après, il y a énormément d'événements qui fleurissent, donc notamment, je vais faire une petite pub encore pour Paint of Science, mais ce genre d'événements qui permettent aux scientifiques de parler et d'échanger avec le public. Donc nous, c'est ce qu'on fait, je sais pas, je vais faire lever les mains aussi, tiens, c'était pas mal. Combien d'entre vous connaissent Paint of Science? Plein de monde, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement de vulgarisation qui a lieu en mai pendant 3 soirs, tous les ans, simultanément dans plein de villes en France et dans le monde. Donc c'est très sympa, c'est partout. Et l'idée, c'est de prendre des chercheurs, de les emmener dans des bars, que ce soit des chercheurs juniors ou seniors, pour expliquer leurs recherches au grand public. Donc là, ça permet vraiment un échange, le public peut discuter, et souvent, ce genre de soirée, ce qui est assez surprenant, c'est que les gens posent beaucoup de questions personnelles. C'est-à-dire, comment ça fait, qu'est-ce que vous faites, ok, vous êtes chercheur en astrophysique, comment ça marche? On habite Paris, vous étudiez les trous noirs, comment vous faites? Non mais c'est vrai, et ça permet au public, ce genre d'événement, de vraiment avoir une vision du docteur, ou du doctorant, ou du jeune chercheur en tout cas, la jeune chercheuse, en train de travailler tous les jours. Et je pense que ça c'est vraiment une énorme valorisation, parce que le public a besoin de savoir ce qu'on fait, pour s'en préoccuper, et au final si on veut que les choses changent, il faut un petit peu sortir de l'ombre et montrer ce qu'on fait, et être fier, surtout que franchement, faire une thèse de doctorat, c'est un truc vraiment, c'est difficile, c'est pas tous les jours rose, donc je pense qu'il faut en être fier et il faut surtout le montrer. Et notamment en valorisation aussi, il y a un point qui n'existait pas ou qui existait, mais on s'en parlait très très peu quand j'étais en thèse, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, vous allez me dire, oui, parler de ma thèse sur Facebook, ça va aller 2 secondes, quoi. Mais il y a plein d'initiatives, notamment sur Twitter, qui sont en train de grandir, qui permettent à des chercheurs, et c'est souvent d'ailleurs en communication scientifique, des doctorants ou des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs, des postdocs, qui vont décider de faire ça. Il y a plein d'initiatives du style en direct du labo, la bio-labo, ce sont des comptes qui donnent la main à des chercheurs pendant une semaine pour raconter au public leurs recherches. Donc ce qui est génial, c'est que vous avez juste besoin de vous utiliser Twitter pendant une semaine, le compte est créé, et ça c'est vraiment pas mal parce que des gens qui n'iraient pas voir ma thèse en 180 secondes, des gens qui ne suivent pas, qui n'iraient pas voir des événements style Paint of Science, mais qui sont sur Twitter beaucoup et regardent beaucoup d'informations, peuvent tomber sur des chercheurs qui discutent et qui racontent leur vie tous les jours. Et l'idée c'est vraiment de raconter vos manips au jour le jour, c'est-à-dire lundi, voilà, je me lève, je vais au labo, le labo il ressemble à ça, vous prenez des photos, vous montrez, je fais ma bibliographie ce matin, vous expliquez ce que c'est, etc. C'est vraiment votre vie de tous les jours sans essayer de la rendre, sans essayer d'ajouter des paillettes ou quoi, c'est vraiment raconter ce que c'est que d'être un doctorant ou un docteur dans ce labo. Et notamment, il y a une petite anecdote, est-ce que j'ai le temps? Ouais. Il y a une petite anecdote sur Twitter, il y a Sébastien Carazou, qui est un autre vulgarisateur scientifique qui a soutenu cette thèse, je crois que c'était à Noël l'année dernière, en décembre. Et ça, c'est une chose qui n'était jamais arrivée avant, mais dans le public, il y avait énormément de vulgarisateurs et de gens qui utilisaient notamment énormément Twitter. Et on avait décidé, en gros, d'avoir un hashtag, donc tous les tweets qui contiennent ce hashtag allaient en gros se regrouper, ou en tout cas pouvoir être retrouvés, et être comptés. Et en fait, quand un hashtag est beaucoup utilisé, on les retrouve dans les threads, c'est-à-dire que si on va voir dans Twitter, on voit que ce hashtag est important, c'est-à-dire que beaucoup de monde parle de ce sujet-là, et il y a les threads français, il y a les threads européens, et en fait,
Pendant cette thèse, on a énormément tweeté, parce que voilà, on se dit pourquoi pas, allez, c'est un challenge, on va essayer pour la première fois de faire trender une thèse, une soutenance de thèse sur Twitter, et on a réussi, c'était numéro 3 en Europe. Et c'était vraiment un moment sympa parce qu'on s'est dit, voilà, c'est la première fois que des gens vont regarder Twitter et au lieu de voir des nouvelles, ils vont se rendre compte que, ah oui, Kara soulève, si vous voulez chercher sur Twitter, trend, et on avait des réactions de gens qui disaient, ah bah là, je me lève, je regarde Twitter et je vois, il y a un gars qui parle de sa thèse, etc. Donc il y avait vraiment du grand public qui aurait jamais entendu parler de ça sinon et qui se serait jamais intéressé à une thèse, qui ont vu ça, et j'ai vraiment trouvé ce truc-là, cet événement assez sympa. Donc voilà, j'ai bientôt fini, j'espère que je vous ai convaincu de me suivre dans ma bisounoursitude et que je suis sûre que dans 10 ans, quand on reviendra pour les 20 ans d'ADOC, on pourra voir qu'effectivement la situation a changé et que les doctorants maintenant en tout cas ont une belle place dans la société.